Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons en Corse, et plus précisément dans le Nebbio, à la découverte de l'huile d'olive et du bruccio. Nous irons à la rencontre de Christine, une éleveuse qui confectionne un fromage emblématique de l'île, le bruccio. Puis, du verger au moulin, Sandrine nous fera suivre l'itinéraire de son huile d'olive. Je vous laisse découvrir ces produits emblématiques et ceux qui les font vivre, et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Le pays du Nebbio est une région fertile située entre le Cap Corse et le désert des Agriates. Appelée Conca d'Oru en patois local, cette région se déploie autour de Saint-Florent et de sa citadelle génoise. Terre de contraste, elle mélange les cultures verdoyantes, les déserts arides et les iconiques maquis. Napoléon Ier disait d'ailleurs « Au parfum de son maquis, de loin, les yeux fermés, je reconnaîtrai la Corse ». Ici, les vergers, les vignes, les oliveraies centenaires et les élevages sont les témoins d'un patrimoine ancestral riche. Ils ont permis à la gastronomie corse d'être reconnue dans le monde entier. C'est ainsi que l'huile d'olive de Corse est louée pour sa qualité et sa douceur à nul autre pareil. Chaque jour, Sandrine Marfissi, oléicultrice à Patrimonio, participe à cet héritage culinaire. À Oletta, c'est de fromage dont s'occupe Christine Damoré. Elle fabrique le bruccio, à la recette unique et aux utilisations multiples. C'est sur cette exploitation appartenant anciennement à son grand-père que Christine et son mari se sont installés pour réaliser leur rêve, devenir bergers. Depuis 8 ans, et en accord avec le patrimoine de l'île de Beauté, Christine élève exclusivement des brebis de race corse. Alors la brebis corse, en général, elle est robuste. C'est un petit gabarit. C'est une brebis à l'âge adulte qui fait environ 20 kg, 20 à 25 kg. Et qui est vraiment adapté à nos terrains, nos pâtures, notre climat. Nourri avec l'herbe de l'exploitation, cet élevage au début constitué de 80 brebis en compte désormais 350. Une façon de perpétuer une lignée propre à la Corse. On élève un certain nombre de brebis tous les ans qui sont vendues au centre pour que d'autres éleveurs deviennent sélectionneurs comme nous et que la race continue, quoi. Qu'il n'y ait pas de brebis qui arrivent, des brebis sardes ou d'autres brebis. C'est à partir du lait de ces brebis que Christine va ensuite réaliser différents produits, dont le bruccio. Pouvant être aussi fabriqué au lait de chèvre, ce fromage est appelé brousse lorsque le lait n'est pas issu d'un élevage de race corse. Avant d'arriver au bruccio, il y a s'occuper du troupeau, que le troupeau soit bien nourri, qu'il ait de la pâture, qu'il mange de l'herbe assez complète. C'est que les brebis soient en pleine forme. Si les brebis sont en pleine forme, on va avoir du lait de qualité. Donc avec ce lait de qualité, on aura automatiquement de bons produits. Contrairement à la plupart des fromages, le bruccio est un produit de saison. Il n'est fabriqué que lorsque les brebis sont en lactation. Seule une petite quantité de lait est alors prélevée pour que les agneaux puissent s'alimenter. Sur 220 brebis, 50 litres par jour au début et 200 litres après sevrage. Un travail considérable. Il faut s'en occuper ces 365 jours de l'année. On n'a jamais de vacances. Donc pour faire ce métier-là, il faut vraiment aimer le contact des animaux et la nature. À quelques kilomètres de là, une autre agricultrice dynamique s'affaire dans son verger. Les deux gros là-bas? Non, il n'y en a qu'un ici à faire, un seul, ouais. C'est en 2003 que Sandrine plante des oliviers sur ce terrain. Mais ce n'est qu'en 2006 qu'elle devient oléicultrice. Parmi les 4 variétés d'oliviers qu'elle possède, aujourd'hui elle n'en récolte que 2. Donc là, j'ai une olive qui est plutôt ronde, brillante. C'est la Germaine du Sud.
Et là, c'est la germaine de Kazinka, germaine du Nord. Donc elle est plutôt en fait allongée, poudrée, les deux donnant des arômes différents. En fonction de l'âge des arbres et de la maturité du fruit, les olives sont récoltées de manière différente. Au sol, selon la méthode dite à l'ancienne, ou sur l'arbre avec cette étrange machine, le peigne électrique. On a un mode de récolte qu'on appelle dans l'appellation d'origine protégée récolte sur l'arbre, qui est celui en fait que je fais moi, sur des arbres plus petits, soit des arbres rabattus, soit des arbres jeunes, où en fait on place le filet au sol comme réceptacle uniquement. On fait tomber le fruit avant la maturité complète et en fait on met directement en cagette. Une fois la récolte du jour finie, il faut encore effeuiller, à la main ou à la machine, pour retirer les branches et les feuilles restantes. Ensuite, les olives seront prêtes pour l'étape du pressage au moulin. Alors naîtront, selon l'âge des vergers et la variété des olives, des saveurs aux accents de Corse. L'une des huiles récoltées à l'ancienne très douce, avec des arômes de maquis assez floraux, assez chauds, plutôt sur le champignon et des fruits secs. Et une huile donc récolte sur l'arbre, plus fraîche, avec des notes un peu plus herbacées et parfois des traces de piquant. Celui-là, on le fait quand même, Saïd. On le fait, hein. On a mis les filets et tout. C'est que cette branche. À l'âge de 8 ans, je rêvais que j'étais dans un hamac entre deux oliviers et que j'avais juste à ouvrir la bouche pour que les olives tombent et que je puisse les manger. Bon, la réalité est un peu plus dure, mais c'est vrai que c'est un métier de passion là, que j'ai choisi, hein. C'est vraiment un arbre qu'on plante pour la vie et qui va produire qu'il ait 10 ans, qu'il ait 50 ans ou qu'il ait 1000 ans. Donc c'est un peu ça la magie de l'olivier, c'est que même abandonné, on le rénove et il se remet à produire. Non loin de là, à Oleta, Christine prépare ses fromages. Le brooch fut découvert lorsque les anciens décidèrent d'utiliser le petit lait issu de la fabrication des fromages, normalement jetés, pour en créer un second. Alors là, je vais retourner les fromages pour récupérer un maximum de petit lait pour pouvoir faire le brooch. Ils firent alors d'un déchet un produit noble, aujourd'hui intimement lié à la gastronomie corse. J'ai réussi à récupérer 25 litres de petit lait avec 50 litres de lait au départ. Donc je vais le mettre dans ma marmite. Les gens en raffolent parce que c'est quand même quelque chose qui est très onctueux. On peut le faire ou salé ou sucré. Il y a plusieurs façons de le travailler. Et comme c'est pas un fromage qui est fort en goût, qui est très doux, donc il est abordable pour plus de personnes. Pour faire le brooch, il faut chauffer le petit lait plusieurs fois en y incorporant du lait frais entier. Lorsque le liquide commence à faire des flocons, il est placé dans un moule où il coagulera jusqu'à devenir ce fromage frais dont les gens raffolent. Donc là, avec 25 litres de petit lait, on a réussi à sortir 7 brooches de 500 grammes. Le brooch fraîchement fini est prêt à être vendu, mais aussi transformé. Jean-Michel Quercy, fidèle client de Christine, en a d'ailleurs fait l'ingrédient essentiel de son produit phare, la confiture de brooch. L'idée de cette recette, retrouver le goût du fiadone, un gâteau typique corse, fabriqué bien sûr avec du brooch. Pour le Salon du chocolat en 2013, on faisait déjà des biscuits, des confitures. Et quand je voulais qu'on parle de notre marque, je voulais qu'on associe un produit à notre marque. Alors, comme je suis très attaché aux produits de ma région, produits identitaires, donc vu que je suis corse, le brooch c'était logique, quoi. Ça coule dans nos veines le brooch. C'est fait très artisanalement, donc c'est fait à la main, en petite quantité, sinon ça ne peut pas marcher. Donc on va mettre du sucre avec du glucose. C'est très facile à faire, mais c'est un peu long. Donc, du brooch.
Je l'ai. On a tout mélangé ensemble. Et l'étape à venir, c'est pendant un certain temps, je vais remuer, remuer, remuer. Je peux le faire qu'à la main et en petit volume. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et la confiture, soit elle caramélise, soit elle accroche, soit elle brûle et ça ne marche pas. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Comme on dit chez nous, celui qui veut faire la confiture au brooch, les vrais gazaloudes. Je les souhaite de la santé. Ensuite, Jean-Michel prépare quelques zestes de citron corse de son jardin et de la vanille pour les incorporer à la confiture lorsque celle-ci aura pris forme. Elle sera alors mise en pot afin d'être stérilisée. La texture, c'est comme la confiture de lait. C'est doux, c'est soyeux, c'est vanillé avec une petite pointe de citron. Comme le fiadone, exactement la même chose. À Patrimonio, Sandrine s'affaire elle aussi à transformer ses olives. Celles-ci passent très peu de temps en cagette afin de garder toutes leurs propriétés gustatives et nutritives. Dans leur moulin, Sandrine et son mari Patrice les pressent pour en faire une huile dorée aux saveurs incomparables. C'est un système un procédé entièrement mécanique. Voilà. Il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de température excessive. Donc c'est vraiment aussi simple entre guillemets que de faire un jus d'orange parce que voilà, c'est un jus de fruits. Pour extraire l'huile de manière optimale, il faut d'abord laver les olives et finir de les effeuiller, puis les passer dans un broyeur malaxeur qui va permettre d'écraser la pulpe et le noyau contenant à lui seul 10% d'huile. Les précieux fruits se transforment alors en une pâte qui sera chauffée au bain-marie, sans jamais dépasser les 27 degrés afin de préserver les arômes, mais aussi les vitamines et les polyphénols. Chauffer plus permettrait un meilleur rendement, mais une qualité moindre. Enfin, la pâte est envoyée dans une centrifugeuse qui s'occupera de séparer d'un côté l'huile et de l'autre les composants végétaux. L'huile d'olive, c'est un peu l'histoire d'un vin, c'est-à-dire qu'autant un viticulteur, il fait un vin qui lui ressemble, autant un oléiculteur, il fait une huile d'olive qui lui ressemble. Donc l'huile, elle a tendance à ressembler à ce que j'aime. Il y a quand même des arômes un peu différents chaque année. Et du coup, voilà, on arrive à retrouver les saveurs de l'environnement, les saveurs de la variété, un peu du terroir, voilà, et tout ça, la Corse mise dans une bouteille. Voilà, donc là c'est à peine pressé, on est à température idéale pour déguster. Après, quand on ferme comme ça un peu le verre, on concentre les arômes et ça permet d'avoir de suite au nez les premiers arômes. En goût, elle est superbe. Aucune amertume. Ouais, c'est piquant parce qu'on vient de sortir du moulin, mais c'est intéressant parce que si c'est neutre, en sortie de moulin, il n'y a plus rien au bout de quelques mois. Ça, c'est 2 variétés sur 4, hein. Donc on va l'assembler. Mais là, déjà, ça permet de trouver déjà les arômes dominants qu'on cherche. Sur l'artichaut, l'amande, le piquant, moi j'aime bien parce que ça soutient un peu l'huile. 0 amertume, c'est sympa à travailler parce que je suppose que dans ma variété Sabine et Capanache, j'en aurai un petit trait d'amertume. Donc ça me fera l'équilibre avec les autres variétés. Non, très très sympa. Pendant que Patrice continue le pressage, Sandrine rend visite à son voisin oléiculteur, Mathieu Cesari, qui a récemment racheté une parcelle agricole. Il souhaite y ajouter d'autres oliviers. Mais pour répondre aux critères de l'AOP huile d'olive corse, Mathieu devra posséder 70% de variétés corse d'ici 2025. Son amour pour l'île le motive chaque jour à pérenniser le patrimoine corse. Pour lui comme pour Sandrine, l'olivier est un arbre avant d'être un outil de production.
Et on va les refermer au fur et à mesure, tu vois, pour qu'ils soient moins touchés par le soleil, parce que le soleil, il cogne quand même dessus, les pauvres. Tu les vois qui sont touchés, mais on va les rattraper. Ils ont toujours des pousses, partout. Mais c'est-à-dire que je voulais marquer un peu ce qu'avait marqué mon enfance. Je suis petit-fils, on peut dire, d'agriculteurs de montagne, de village, où on faisait aussi de l'huile d'olive, qui avait cette douceur et ce goût particulier. Et j'aimerais bien arriver à trouver un compromis entre la modernité et le bon goût d'aujourd'hui avec ce qui se faisait avant. En juillet 2015, une bactérie venue d'Italie appelée Xylella fastidiosa a été retrouvée sur l'île. Si elle a ravagé les vergers italiens, elle n'a heureusement pas fait de tels dégâts en Corse. Mais les importations de plants ont dû être stoppées et il a fallu développer des plants d'oliviers corse. Bon, maintenant, on arrête cette facilité d'aller chercher des plants et on revient sur nos bases, sur des spécificités locales comme on a ici. On évite le risque sanitaire parce que c'est pas fini. La souche italienne, elle est aux portes de l'île. Et ce qui se passe dans les Pouilles nous fait beaucoup de peine à nous aussi, de voir des arbres ravagés en presque quelques heures. Et on ne voudrait jamais que ça arrive ni chez nous ni nulle part. Le syndicat des oléiculteurs corses, dont Sandrine est la présidente, a travaillé de pair avec la Chambre d'agriculture afin de pérenniser l'héritage agricole de l'île de Beauté. Donc les chambres d'agriculture, nous on est chargés d'aller prospecter pour détecter des arbres qui mériteraient d'être reproduits, pour pouvoir fournir des plants très rapidement en 2017. Et l'intérêt que je trouve intéressant de souligner de cette démarche-là, entre autres, c'est que du coup on va avoir accès à diverses variétés, ce qu'on n'avait pas auparavant. On avait 6 ou 7 variétés principales. Et aujourd'hui, on va pouvoir, à partir d'octobre 2017, on va pouvoir commander des plants de variétés qui sont mineures, moins répandues, donc un très grand intérêt pour l'avenir, pour notre huile d'olive. On attend du maquis qui nous donne une spécificité voilà. et des arômes à nos olives. Et il nous le rend bien. Et dans l'huile d'olive, dans la bouteille, on retrouve aussi un peu tout ça, un peu de la Corse dans les odeurs et dans les arômes. En fait. On va essayer d'hériter de la terre de nos ancêtres et de l'emprunter pour nos enfants le mieux possible. Et quand il est question d'héritage, le brooch n'est jamais bien loin. Ce fromage fin et frais est un élément central dans la gastronomie corse. Mais l'une des recettes les plus populaires à base de brooch est certainement le fiadone, un gâteau sucré que Josette fabrique chaque jour dans sa boulangerie à Oletta. Je vous apporte la livraison. Merci. Ça va? Je vous les pose là. Oui, on va les préparer tout de suite. Là, c'est une recette du nez, c'est une recette ancestrale qui date de mon arrière-grand-mère. Donc, ma mère faisait cette recette-là et moi, je continue à faire la recette de ma mère. Pour cette pâtissière qui exerce son métier par transmission, se fournir chez une éleveuse de la région était une évidence. Christine lui apporte toujours son brooch encore chaud, signe qu'il vient d'être fabriqué. Un gage de qualité important pour Josette. Vous voyez le lait, vous voyez comme il est souple. Alors qu'avec un brooch industriel, vous n'avez pas cette texture. Il est beaucoup plus dur. On n'est pas sûr qu'il soit fait avec du lait pur, le brooch industriel. Tandis qu'un brooch artisanal, on est sûr qu'il est fait avec du vrai lait. Du lait pur. En effet, les broochs industriels sont parfois fabriqués avec du lait en poudre. Pour obtenir un fiadone moelleux et parfumé, Josette passe le brooch fermier de Christine au presse-purée. 6 œufs, du lait, du sucre, quelques zestes de citron, et il ne reste plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes avant de passer à la dégustation de ce dessert 100% corse. C'est la seule boulangerie que je livre mon brooch. Parce que le produit est bien cuisiné et qu'il est très bon, donc pour ne pas avoir une mauvaise pub, je ne le livre pas ailleurs en boulangerie. Le produit est délicieux, on ne peut pas avoir mieux que ça. Plus frais que ça. On ne peut pas avoir plus frais, même s'il est chaud. La mise en valeur du patrimoine gastronomique est aussi l'objectif de l'épicerie Scotto au cœur de Saint-Florent. Sandrine et Mathieu y retrouvent ce soir d'autres oléiculteurs pour une dégustation en compagnie de Frédéric, de la Chambre d'agriculture qui dispense fréquemment des formations de dégustation d'huile d'olive. Et pour appréhender toutes les saveurs de ce condiment subtil,
on commence par le tiédir légèrement. Alors seulement, le liquide doré est prêt à libérer toutes les nuances de son terroir. Alors, avant de mettre à la bouche, l'idée, ça serait donc de sentir, donc vous flairez. Donc vous avez des sensations peut-être un peu végétales, un peu herbacées, peut-être un peu fruitées. Lorsque vous allez le mettre à la bouche, vous le mettez à la bouche, surtout vous ne l'avalez pas tout de suite parce que sinon ça ne sert à rien. Donc vous en prenez une quantité suffisante de manière à bien pouvoir vous en imprégner l'intérieur de la bouche. Vous baladez ça, vous mélangez ça avec la salive. Ensuite, ça va être l'air que vous allez faire entrer qui va envoyer les arômes au niveau donc, des fosses nasales. Celle-ci, elle serait plutôt douce. Douce? Bah, douce, ça sent l'herbacé. Hein. Moyenne quand même, elle est assez intense. Sur du végétal. Hein. Non, mais c'est végétal. C'est celle de... Récolte sur l'arbre. Non. Il y a un piquant quand même. Très mûr. Oh, très léger, moi, je trouve. Hein. Très très mûr. C'est bien harmonieux, c'est bien équilibré, c'est bien harmonieux. Très très bien équilibré. Moi, je l'aurais médaillé, ça. La récolte à l'ancienne. Alors ça, c'est la récolte. Les huiles d'olive corsées se marient bien avec des préparations sophistiquées comme le poisson ou encore les desserts, tandis que les huiles douces proposent un accompagnement subtil des plats du quotidien. Est-ce que vous percevez l'agrume? Parce que bizarrement, je le sens ce soir. C'est pas tous les jours, mais... Non, moi je trouve qu'elles sont Vous plus en avez mousses. pas, monsieur? Non, mais même là. Donc l'idée, c'était de un petit peu contrôler, de vérifier, de s'assurer que tout ce qui allait sur le marché était conforme. Et c'était aussi une manière de mieux connaître aussi notre huile d'olive. Ça nous a permis au fil du temps, justement, d'y poser tous ces attributs. En théorie, on dit que ces 20% des caractéristiques organoleptiques sont données par la variété. On pourrait se dire, il y a une empreinte comme pour la vigne. Hein. Il y a peut-être une influence. Il doit peut-être. Après, comme je le disais au tout début, on est sur des sensations tellement délicates. Genre, l'huile d'olive, c'est un condiment. Après, on dit souvent là, à déguster, bon, parce que c'est agréable, c'est sympa et tout. Mais c'est vrai que ça reste quand même un condiment. C'est quelque chose qui s'ajoute qui va aromatiser un plat. La venue, d'ailleurs. Oui. C'est des arômes de germaine. Après, je me trompe. Est-ce que d'après vous, c'est de la récolte? Bon, maintenant, tu peux nous dire, tu peux révéler, c'est Alors, qui? c'est celle de Marfise. Ouais, tu vois. J'ai pas voulu être insistante, mais je reconnaissais un peu mon huile. Cette vie insulaire permet de cultiver un véritable respect entre les producteurs et leurs terres corses. Brooch, l'huile d'olive, plus que de simples produits, ce sont des traditions d'élevage, un patrimoine végétal et une biodiversité qu'entretiennent chaque jour Christine et Sandrine. Aujourd'hui, je vais vous préparer des fiadones au citron et à l'huile d'olive, purée et chips de châtaigne. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 200 g de bruccio, 2 œufs, 60 g de sucre semoule, un citron jaune, 40 g d'huile d'olive de Corse, 125 g de châtaigne pré-cuite, 50 g d'oignons jaunes, 25 cl de lait, 20 g de beurre, une branche de thym, une feuille de laurier, une pièce de poivre long. Le poivre long est un poivre qui provient d'Inde. Il n'est pas sucré, mais il est très rond, avec des notes pouvant rappeler la cannelle. C'est très agréable de l'utiliser en cuisine. 30 cl d'huile d'arachide, 2 châtaignes, une prise de sel fin, 50 g d'huile d'olive de Corse, un citron vert. Pour la purée de châtaigne, épluchez et ciselez l'oignon. Concassez grossièrement les châtaignes. Cassez le poivre long en 2 ou 3 morceaux. Dans une casserole chaude, faire fondre le beurre, puis ajouter les oignons. Assaisonner de sel, puis laisser cuire 5 minutes, sans coloration, en mélangeant de temps en temps. Ajoutez les châtaignes, le laurier, le thym, le poivre, puis mouillez avec le lait. Laissez cuire à petit bouillon durant 25 minutes. Ôtez le thym et le laurier, puis mixez finement la purée. La mettre dans une poche à pâtisserie une fois refroidie, réservée au frais. Pour le gâteau, dans un bol, déposez le fromage bien égoutté, le sucre et le zeste d'un demi-citron. Il est important de ne pas fouetter la préparation afin de garder entiers des morceaux de brooch. Versez la préparation dans un moule en silicone à portions individuelles. Comptez 3 petits fiadones par personne et enfournez durant 8 minutes dans un four préchauffé, thermostat 7-8 à 220 degrés.
Une fois que l'appareil est moulé, surtout bien nettoyer le moule afin que pendant la cuisson, ces petites particules ne brûlent. À la sortie du four, les fiadones doivent être dorées. Laissez tiédir 2 minutes encore avant de démouler. Pour les chips de châtaigne, épluchez les châtaignes puis les tailler en fines tranches à l'aide d'une mandoline. Dans une casserole, faire chauffer l'huile d'arachide avec une lamelle de châtaigne. Lorsqu'elle remonte en faisant des bulles, ajoutez le restant, puis baissez la source de chaleur. Laissez colorer légèrement, puis égouttez sur du papier absorbant. Assaisonnez de sel à la sortie de la friture et laissez refroidir. Pour le dressage, déposez un gros point de purée de châtaigne sur l'assiette de votre choix, puis l'étalez à l'aide d'une spatule. Disposez 3 fiadones en quinconce et 3 points de purée intercalés. Versez quelques gouttes d'huile d'olive et parsemez de zeste de citron vert. Placez les chips de châtaigne sur les points de purée et décorez de quelques pousses ou fleurs. Je vous souhaite une très belle dégustation et je vous dis à très vite.